fait dans la présentation au fur et à mesure. Guillaume? Ok, très bien pour moi. J'ai lancé l'enregistrement. Je te laisse débuter sur l'intro. Oui. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Alors, premier élément que nous ont appris, c'est que nous ont appris cette première période de confinement globalisé, c'est que l'avenir est aujourd'hui un pur hasard et que même si aujourd'hui on parle de big data, d'intelligence artificielle et de nombreux phénomènes d'algorithmes qui sont des modèles prédictifs et qui sont censés nous aider à mieux maîtriser notre vie de manière générale et puis particulièrement pour ce qui nous concerne les plans de communication, on se rend compte que l'avenir est vraiment un pur hasard et qu'on perd vraiment son temps à le prédire et que tant qu'on n'a pas répété un certain nombre d'éléments, on est incapable de les appréhender. Les exemples qu'on a, qui sont concrets et qu'on a ces dernières années, c'est le fameux exemple du trader qui est passé dans les gouttes de toutes les failles de sécurité de la Société Générale et qui a engendré un mini crack à lui tout seul et une perte phénoménale de 5 milliards d'euros à la Société Générale. On peut aussi penser aux événements du 11 septembre qui auraient prédit un jour l'atrocité d'un attentat, d'un avion qui se crache, etc. Et de la même manière, aujourd'hui, alors j'ai une personne qui arrive, qui aurait pu prédire cette situation aujourd'hui, et même nos plus éminents politiques nous disaient encore il y a 2 mois qu'on avait très peu de chances que ce virus arrive en France et que notre économie soit pleinement touchée. Et donc, tout ça nous ramène à une notion fondamentale et que nous, on appréhende énormément en ce moment dans nos logiques de communication et de marketing, c'est de dire que c'est cette notion de signe noir qui est de dire que finalement, toute notre logique de comportement et de réflexion est basée sur des biais cognitifs. Effectivement, si on n'observe que des signes blancs et qu'on nous dit depuis la nuit des temps qu'un signe est blanc, on ne peut pas imaginer un jour qu'un signe peut être noir, et pourtant, effectivement, un signe noir peut arriver à tout moment, et ce signe noir est un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler, mais qui finalement, quand il se révèle, a des conséquences et des portées exceptionnelles, qu'elles soient économiques ou sanitaires. Et donc aujourd'hui, toutes les marques et ces semaines qui ont passé de confinement sont et pourtant je suis un vieux de la vieille du digital, sont mon premier vrai signe noir croisé qui m'a amené à changer de paradigme sur un certain nombre de sujets. Et on a vu qu'effectivement, beaucoup de choses ont changé. Alors, le grand débat est de savoir si ces changements seront partiels, vont s'effacer rapidement dans un optimisme avéré dans quelques mois, etc. Ou des éléments profondément marquants qui vont changer le rapport des entreprises, des marques, des entreprises avec leurs salariés, des marques avec leurs consommateurs, etc. Vaste sujet. Nous n'aurons pas toutes les réponses, mais en tout cas, on a déjà vu des marqueurs et des actes forts qui nous font penser que, en tout cas, il y a des choses nouvelles à percevoir et à réfléchir pour bâtir une communication business ou un marketing solide dans un monde rempli d'incertitudes. Premier acte et premier élément, on est rentré dans un monde du commerce sans contact et nous allons voir dans les semaines et dans les mois à venir un avènement du commerce sans contact qui dépasse vraiment ce simple fait de se dire que le commerce est tout digital. Le commerce était déjà fortement et le business était déjà fortement digitalisé, qu'on soit en logique B2B ou B2C. Mais aujourd'hui, cette logique de distanciation, elle touche profondément le commerce et elle dépasse effectivement ce simple fait d'avoir une mécanique digitalisée qui permet d'optimiser les transactions. On parle même aujourd'hui de Black Store dans un certain nombre de théories qui est de dire qu'aujourd'hui, le magasin physique est cuit et il n'est
il n'est qu'un comptoir de potentiel d'une stratégie digitale, physique et digitale, dans le but d'amoindrir des problématiques business rencontrées par des acteurs locaux notamment. Le premier élément, on avait un commerce alimentaire qui était finalement pas le parent pauvre du commerce sans contact, mais aujourd'hui, on avait un commerce alimentaire qui résistait encore relativement bien. Et puis notre côté franchouillard, notre côté le petit marché, le petit commerçant, etc., le sens du contact, cette sortie du rituel du marché du dimanche ou du samedi matin, fonctionnait, et heureusement encore bien. Cette logique de circuit court fonctionnait bien, et on avait déjà un vrai retour et déjà une sorte d'abandon des grands centres urbains, centres commerciaux, hypermarchés, qui étaient déjà notés dans les 2-3 dernières années et qui ne fait que s'amplifier. Si on se concentre sur le retail alimentaire, pour vous donner une petite information qui nous vient de 2 sources fiables, très fiables, qui sont Nielsen et Olivier Dauvert, qui est un expert de la grande distribution alimentaire. La part du e-commerce dans le retail alimentaire était à fin 2018 de 5,6% de l'ensemble du retail alimentaire. Et en avril, cette part-là est déjà montée à 9,5%. Donc, on voit qu'en quelques mois, alors que ces acteurs-là se sont lancés très tôt, si on prend l'exemple d'une marque comme Casino, Casino s'était lancé dans le commerce alimentaire en 2000 avec Sénécourse. Donc, on avait Oura, etc. Toutes ces marques peut-être qui vous disent encore quelque chose. Mais en fait, le commerce alimentaire, c'était un peu le parent pauvre dans cette logique de digitalisation. Et seulement 5% du commerce s'était transformé en plus de 20 ans. Et on se rend compte qu'on a quasiment doublé en 5 mois. Alors, bien sûr, le confinement a forcément changé la donne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, cette part du commerce, dans les analyses un peu prospectives qu'on voit, aura tendance à se maintenir dans les mois prochains. Et Nielsen indique même que si un déconfinement total et une liberté totale est à nouveau proposée aux Français dans les mois et aux consommateurs dans les mois à venir, et sur la fin d'année, tous les paradigmes auront changé et il y aura une forte transformation, en tout cas, de ce canal alimentaire, et il y aura un maintien fort de la part du e-commerce dans le retail alimentaire dans les mois à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, mais pour toute cette logique de confinement, et particulièrement sur cette partie alimentaire, c'est que les boomers sont les premières cibles qui ont vraiment muté dans leur comportement. Ce sont des cibles qui avaient une certaine forme de résistance, parce que arriver plus tard, dans un monde qui n'était pas digitalisé, on n'était pas sur une clientèle de digital native. Et donc, par rapport à ça, effectivement, aujourd'hui, toute cette population de boomers a été de force obligée de muter à une vitesse incroyable. Et donc aujourd'hui, plus de 70% ont confié avoir, à cause du confinement, réalisé leurs premiers achats de produits alimentaires en ligne. Voilà pour ces premiers constats. Et puis pour les autres constats, mais sans grande surprise, on se rend compte qu'il y a des parents pauvres et puis il y a des gens qui ont réussi à profiter de ce confinement, et donc on a une accélération qui est gigantesque de la consommation de certains produits, et puis on a une forte déflagration sur d'autres secteurs. Donc le secteur qui a le plus profité aujourd'hui du confinement, ce sont tous les produits de bricolage et de jardinage. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses assez pour nous changer les idées, des choses qui étaient assez fraîches, assez rigolotes en fait sur les réseaux sociaux, où on voyait beaucoup d'internautes nous dire que jamais eu un jardin aussi propre, que c'était Versailles, etc. Et effectivement, aujourd'hui, il y a eu une explosion des commandes de produits de bricolage et de jardinage. On a eu ensuite beaucoup de produits culturels, qui soient format numérique ou format traditionnel. Et puis beaucoup, pardon, tu peux juste revenir, Guillaume, au slide précédent. Et puis, on a eu également beaucoup de
beaucoup de produits de high-tech, beaucoup d'high-tech, beaucoup de logiciels, beaucoup de jeux en ligne, etc., qui ont massivement profité de ce confinement. Et puis de l'autre côté, on a des secteurs qui sont totalement à l'arrêt, pas mis l'automobile, mais l'automobile, on a le tourisme et le voyage, et particulièrement tout le haut, c'est-à-dire toute la structure et le segment du haut de gamme et du luxe, qui a une clientèle plutôt internationale. Je pense à nous, on a des clients type Relais Château à l'agence qui sont très 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 fortement impactés par le confinement. Voilà, et on voit aussi, et on note que paradoxalement, le consommateur français est rentré en mode écureuil. Face à l'incertitude, je notais que il y avait effectivement 39% des Français qui avaient effectivement peur pour leur emploi dans les mois à venir, et qu'on notait paradoxalement que c'était les populations les plus jeunes qui avaient le plus peur de l'avenir. Et donc, tous les Français sont dans leur mode de consommation rentrés dans une logique d'écureuil, de maintien des petites économies et de garder leur argent au chaud. Et on note qu'effectivement, le retail, enfin l'habillement et le vêtement en général subissent des décroissances et des décélérations de business qui sont effectivement incroyables, avec une double peine, puisque là, j'ai un stock de marchandises, de la trésorerie immobilisée, et c'est pour ça que vous avez peut-être tous noté des phases très agressives de marketing relationnel et des push produits de la part de nombreuses marques qui vous proposent l'achat gratuit dès le premier euro, le retour qui est maintenant un retour avec une extension de 100 jours pour rendre un produit, etc., puisque les stocks sont pleins et les carnets de commandes sont vides. Donc, pour ces acteurs-là, on a aussi noté malheureusement des problèmes très nombreux sur les grandes chaînes type La Halle, André, etc., qui subissent déjà des chutes vertigineuses dans un secteur qui n'était pas forcément en forme. Et puis voilà, tout ce qui est lié à l'auto, tous les accessoires auto, etc., automoto bien évidemment. Et puis ensuite, on a tous les prestataires de services type club de finesse, tous ces lieux physiques qui sont totalement arrêtés et qui subissent une décroissance très forte du nombre de leads générés. Enfin, voilà. Donc là, vous avez un petit panel, on vous donnera ce document, enfin vous aurez la vidéo avec l'ensemble des chiffres pour voir qui sont un peu, entre guillemets, je n'aime pas le mot, mais les gagnants, parce que c'est pas forcément approprié, mais en tout cas ceux qui ont une forte croissance et qui ont profité dans notre malheur de cette forte croissance, et puis les secteurs les plus impactés en termes de business. On peut passer au slide suivant. Et puis le petit constat aussi qui est que nous on a noté, c'est que aujourd'hui on a des e-commerçants qui ne sont pas forcément en phase avec les attentes des consommateurs. C'est-à-dire que j'ai eu cette logique d'écureuil, mais j'ai aussi encore une consommation. On l'a vu dans le jardinage, on l'a vu dans les produits culturels, dans les produits vidéo. Et aujourd'hui, j'ai 190 000 sites e-commerce en France. Une grande majorité de ces sites sont des sites qui sont des épiphénomènes, puisqu'ils réalisent une part très peu importante de chiffre d'affaires, puisque une grande majorité de ces sites en France, il faut le rappeler, génèrent moins de 100 transactions par mois, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas face à des Amazon, face à des Cdiscount, face à des ventes privées, etc. Donc, on se rend compte qu'on a pas mal d'acteurs. Je rappelle 800 000 à peu près commerces, de gros commerces de proximité en France, 190 000 sites e-commerce, mais une grande majorité mal équipés. Et de l'autre côté, on a vu 1,2 million de foyers supplémentaires qui se sont essayés au e-commerce. Donc, on a eu un tsunami de gens qui se sont déversés sur le e-commerce, avec des gens qui finalement ont des sites qui ont été gérés de manière très amateur pour la plupart, et qui se sont vus fait marcher dessus par les consommateurs, parce que pas du tout équipés pour répondre en termes de service client, en termes de communication, etc. Et ça, c'est problématique, parce que typiquement, on a un acteur comme Amazon qui a été obligé de cesser une partie de son activité, et d'ailleurs qui a cessé une partie de sa communication également.
Donc, c'est un peu un effet d'aubaine pour que des petits acteurs viennent se greffer. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, beaucoup de problématiques de conversation et de relations clients entre ces petits acteurs et cette horde de nouveaux consommateurs, des problématiques sur la lisibilité des délais de transport, c'est-à-dire des sites qui ne mettaient pas à jour les nouvelles conditions de livraison, etc., qui ont créé beaucoup de déceptions et qui, du coup, n'ont pas profité de cet appel d'air qui pouvait être un élément qui permettait de conserver une dynamique économique dans un moment de crise où chaque euro et chaque denier gagné est important. Et donc, on a effectivement noté beaucoup de différences de qualité, beaucoup d'internautes avec des exigences très poussées et face à de nombreux acteurs e-commerce qui n'ont pas tenu le choc, non pas sur l'aspect technique du site, mais sur l'aspect relationnel et conversationnel avec ses publics et sur le service client. Voilà pour ces constats. Et donc, sur cette partie du commerce sans contact, quelques réflexions qu'on s'est menées. La première, c'est qu'effectivement, il faut, pour tous les acteurs qui ne sont pas encore e-commerce, il faut se transformer, sinon c'est la mort assurée dans les mois qui viennent. Donc, on voit nous, à l'agence, des nouveaux secteurs qui viennent. On en parlera tout à l'heure sur la transformation digitale et l'accélération. Donc, je ne vais pas anticiper un slide qui va arriver, mais on voit des tout petits acteurs que nous n'avions pas l'habitude de voir qui nous contactent pour les aider donc sur de l'ultra local. On a des secteurs d'activité qui étaient très peu encore digitalisés ou qui n'avaient pas opéré d'accélération digitale. Nous questionner. Et donc, effectivement, les derniers Mohicans se doivent aujourd'hui de penser e-commerce sous peine de ne pas tenir le choc dans les mois à venir. Il est illusoire de penser qu'un client va aller essayer un produit t-shirt ou aller manger dans un restaurant qui possède 40 tables sur 20 mètres carrés, en tout cas, sur ces logiques de distanciation. Le deuxième élément important à prendre en compte, c'est que le web, du coup, a pris un gros coup de vieux là, ces derniers mois, puisque les boomers sont arrivés massivement sur le digital, de gré ou de force, et on n'est plus puisqu'on est déjà en 7e semaine, il me semble. Et puis, on a beaucoup de gens qui vont continuer à rester confinés puisque la population arrive dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, on est sur des changements d'habitude durables. Et donc aujourd'hui, il ne faut plus penser le média digital et la structuration de ces messages dans un monde de jeunes. Le web vieillissait progressivement, mais était devenu poivre et sel ces dernières années. Il est durablement devenu un monde de vieux. Et c'est pas péjoratif, hein, je commence à plus être très jeune non plus, mais du coup il a pris un vrai coup de vieux et ces boomers vont devenir une cible effectivement en forte attente de produits, de services, de conversations, et donc il faudra aussi adapter ces modes de communication et repenser des perceptions dans des gens qui ne sont pas des digital natives. On nous demande souvent de penser des stratégies éditoriales ou des sites un peu up-to-date 2.0, 3.0, 4.0. Il faudra revenir aussi à des basiques pour arriver à servir des messages, des stratégies et des supports de communication qui seront adaptés à ces cibles boomers. Et puis, voilà, boomer, 50-64 ans, on va dire 50-55 et plus. Et puis, profiter également des effets d'aubaine. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques signaux qu'il faut réussir à capter, notamment quand on est dans cette logique de e-commerce. Facebook, qui n'est pas le plus grand philanthrope, notamment en ce moment, a quand même proposé des enveloppes publicitaires. C'est un peu son prêt garanti d'État. Où les conditions ne sont encore pas très nettes, mais on pourrait vous tenir informé dès qu'on aura des choses plus tangibles à vous partager. Mais Facebook aujourd'hui a mis en place un fonds publicitaire qui permettra de faire ce qu'on appelle du pro bono, c'est-à-dire des enveloppes gracieuses de publicité pour aider notamment les TPE et les commerces locaux à communiquer sur le réseau Facebook dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, qui permettra d'aider un certain nombre
partenaires. Et puis, Google a aussi annoncé, mais rien n'est gratuit non plus chez Google, hein, l'ouverture de son moteur de shopping qui est en train de s'ouvrir gratuitement. Alors, je rappelle qu'il était payant dans un modèle au CPC, au coût par clic, comme son système de publicité Google Ads. Il est en train d'être totalement ouvert gratuitement aux États-Unis et sera ouvert gracieusement aussi en Europe d'ici la fin de l'année. Les dates sont encore approximatives, mais Google garantit que d'ici la fin de l'année, n'importe quel commerçant de n'importe quelle taille pourra injecter son catalogue dans Google Shopping, qui est aujourd'hui un élément clé de conversion, puisque je rappelle, les moteurs de recherche aujourd'hui sont d'une efficacité en logique de ROI et de business importante, puisque ce sont les seuls leviers par lesquels les clients cherchent le fournisseur et non l'inverse, ce qui leur confère une qualité de visite inégalée. Et puis, il y a un petit effet d'aubaine. Si vous avez un secteur qui n'est pas en stand-by ou au point mort aujourd'hui, une petite info quand même, c'est que comme Amazon est impacté parce qu'il a été obligé de restreindre complètement son activité, Amazon est passé de 1,8 million de mots-clés achetés en mars sur Google à moins de 2000 mots-clés en avril. Donc, il y a une pression publicitaire qui est en train de redescendre et il y a des opportunités pour acheter des mots-clés qui étaient pas forcément achetables auparavant parce que surinvestis par des grands acteurs type Amazon qui broyaient le marché avec une présence continue sur ces fameux outils publicitaires. Voilà les 3 réflexions par rapport à cette première partie. Donc la deuxième partie qu'on va aborder, c'est la victoire du local sur le global. Effectivement, on est tous confinés chez nous avec des limites en termes de déplacement, inexistants pour l'instant et à partir du 11 mai, autour d'un rayon de 100 km autour de chez soi. Donc, que va devenir le secteur de tourisme en juillet, août, voire cet été? C'est un peu problématique. Aujourd'hui, on sait que traditionnellement, les Français partent à 80% dans l'Hexagone, sauf que au regard de notre limite des 100 km, on se demande jusqu'où on va pouvoir aller. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas partir à l'étranger. Point important également, c'est qu'on observe que 53% des Français estiment mal connaître les lieux touristiques qui sont à proximité de chez eux ou dans leur région. Donc c'est vrai que pour les marques, c'est une opportunité en tout cas de présenter et de valoriser le territoire en répondant du coup à ces internautes qui du coup ne connaissent pas ou mal leur région ou leur département. Un fait assez incroyable effectivement en volume de requêtes et en augmentation, c'est qu'aujourd'hui, sur les requêtes de tourisme, j'ai une évolution de plus 1000% des mots-clés sur toutes les annulations de vol, de séjours, d'hôtels réservés effectivement cet été. Ce qu'on observe de manière assez précise sur l'outil Google Trends, sur une requête qui est vacances en France, c'est que habituellement, cette requête-là, elle est tapée au mois de juillet et août. Le pic d'audience est toujours sur le mois de juillet et août. Aujourd'hui, on voit que ce pic d'audience sur vacances en France a été atteint au mois d'avril. Donc, je pense que ce terme va encore évoluer fortement, mais en tout cas, l'intérêt pour des vacances au sein même du pays est aujourd'hui primordial à anticiper, à savoir, en tout cas pour tous les acteurs du tourisme, il est certain que les vacances se feront quoi qu'il arrive en France. Sur les achats de première nécessité, aujourd'hui, on observe une évolution des ventes dans les supérettes de proximité, donc plus 23% de ventes sur les commerces à proximité de chez soi. Et à l'inverse, moins 16% de ventes pour les hypermarchés. Donc effectivement, les commerces de proximité beaucoup plus proches du lieu d'habitation sont à privilégier versus les grandes chaînes de consommation. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les plateformes locales d'achat en ligne se développent. Effectivement, j'ai 220 initiatives qui ont été comptées aujourd'hui en France, de nouvelles plateformes lancées pour du coup vendre des produits en local et réalisés du coup par des collectivités, par des regroupements de vendeurs. Un exemple qui est Alès of course, ou
effectivement, cette place de marché permet du coup de valoriser tous les commerces de proximité. Et du coup, ce type de plateforme se multiplie de plus en plus aujourd'hui. Autre point intéressant, on aime bien toujours parler de Google Trends, parce que c'est le seul outil qui nous permet du coup de connaître quels sont les comportements des internautes. Les internautes expriment des besoins, tapent des mots-clés, et à partir de ces mots-clés, on peut connaître les volumes du coup de recherche et observer des fortes progressions. Aujourd'hui, effectivement, j'ai une augmentation de 1000% sur toutes les recherches de commerce et les heures d'ouverture, les commerces ouverts à proximité. Et aujourd'hui, j'ai encore peu de réponses sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que quand je cherche, moi, habitant à Clermont-Ferrand, une liste exhaustive de tous les commerces ouverts à proximité, je ne trouve pas cette information. Je la trouve de manière individuelle sur Google Maps, par exemple, mais la plupart des commerces qui ne sont pas ouverts l'ont souvent pas déclaré. Donc, je suis même pas certain de cette liste-là. Donc, même les heures d'ouverture sont souvent pas à jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de trouver une liste exhaustive de tous les commerces à proximité, et qui est pourtant une des premières requêtes tapées par les internautes. Aujourd'hui, effectivement, toutes les marques, les enseignes de distribution, le second mot-clé associé à la marque est de plus en plus et quasiment toujours la ville. C'est-à-dire que je cherche plus Leroy Merlin en ligne, je cherche Leroy Merlin Clermont-Ferrand. Je cherche plus Auchan de manière classique, je cherche Auchan Paris, Auchan Bordeaux, Auchan, voilà. L'aspect, en tout cas, de géolocalisation est devenu hyper important, quel que soit le secteur, hein, bricolage, animalerie ou autre. Aux États-Unis, effectivement, il y a un mot-clé qui explose et qui va exploser dans les prochains jours, c'est le mot-clé Near Me, c'est-à-dire quels sont les commerces à proximité. Donc le mot-clé Near Me sur les pays anglophones est un mot-clé à surtout pas louper. On voit aujourd'hui quelle que soit l'activité, hein, du restaurant, du golf, du spa, toutes les activités intègrent ce mot-clé Near Me sur les pays anglophones. Et les requêtes débutent, mais post-confinement, en tout cas, exploseront, c'est certain. Les réflexions digitales qu'il faut mener à court terme sur ces sujets, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'évolution des recherches est un indicateur clé pour votre marché, mais il faut également être visible sur ces recherches et ces mots-clés. Et donc, pour être visible, ça impliquera forcément la production de contenu dédié à ces nouvelles typologies de recherche faites par les internautes. Donc, le SEO, effectivement, il permet d'être au cœur de la stratégie. Deuxième point, seul ou à plusieurs, c'est une bonne question. On a vu de nombreuses places de marché se lancer. On a vu une explosion du nombre de sites e-commerce. En tout cas, cette réflexion de savoir comment partir avec qui est souvent liée aux moyens que les marques ont pour du coup être visibles. Quelle que soit la typologie d'activité, hein, en tourisme, sur le digital, en e-commerce. Seul ou à plusieurs. On peut également envisager, là j'ai vu une super initiative de pêcheurs.com par exemple, qui s'est mis à vendre d'autres produits que des produits de pêche. Par exemple, ils se sont mis à vendre des produits du terroir. Donc est-ce que le fait d'être à plusieurs, c'est aussi de rejoindre des acteurs existants qui ont des canaux de distribution qui vous permettent du coup de distribuer vos produits à plus grande échelle? Et effectivement, quand on parle d'échelle, on se dit toujours à quelle échelle? Est-ce que c'est l'échelle du département? Est-ce que c'est l'échelle de la France? En tout cas, vos produits et vos offres doivent être adaptés à l'échelle qui sera l'échelle de demain. Donc à très court terme, c'est l'échelle du coup du confinement où on peut pas sortir, mais demain, on sera sur l'échelle de 100 km, notamment en tourisme. Mais après-demain, est-ce qu'on ira un petit peu plus loin au sein de la région? Est-ce qu'on pourra aller plus loin en France? Cette réflexion-là, en tout cas, c'est la réflexion à mener pour mieux anticiper la suite et limiter les risques du coup sur vos marchés. Arnaud, je te laisse prendre le relais du coup. Oui. Donc, le troisième point qu'on a noté, c'est que on observe une mutation accélérée des usages et des attentes. Bien évidemment, lorsqu'on est dans une logique de contrainte, on agit beaucoup plus vite et on change beaucoup plus nos habitudes que lorsqu'on a le choix. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on parle effectivement
On a beaucoup entendu ces dernières années le terme de transformation digitale. Les secteurs se sont transformés à l'ère digitale. On a parlé de transformation, puis d'accélération digitale. Mais on se rend compte qu'en fait, en fonction des secteurs d'activité, il y a des secteurs comme le tourisme et le bancaire qui ont muté il y a plus de 20 ans, d'autres qui ont muté il y a une dizaine d'années, et puis on avait encore des secteurs qui étaient protégés, qui avaient encore pas opéré leur transformation, leur accélération digitale, et on voit des nouvelles choses apparaître. Des choses qui sont intéressantes, notamment dans le secteur de la santé, puisque Doctolib a partagé des chiffres assez incroyables la semaine dernière. Lors de la 4e semaine de confinement, Doctolib a enregistré un nombre record de consultations avec plus de 1 million de consultations, record pulvérisé, sur une seule une seule semaine de confinement, ce qui est complètement incroyable. Et on se rend compte que souvent, en plus pour de la bobologie, pour parler à son médecin généraliste, et les médecins généralistes se sont effectivement convertis de force, mais à la téléconsultation. Et finalement, alors qu'on pensait qu'il fallait absolument se voir, etc., finalement, les premiers retours en termes de satisfaction sont plutôt assez bons. Et donc, effectivement, on note que ces usages sont en train de se transformer, que finalement, la téléconsultation est un bon palliatif à la situation, et que la e-santé peut se gérer de cette manière sans aucun souci. Bon, on se rend compte qu'effectivement, j'ai des problématiques aussi de défense des pharmacies, mais que les pharmacies aussi seront obligées. Nous, on voit déjà aussi des laboratoires qui nous disent, mais on parle de e-commerce depuis pas mal de temps. Si on avait su, on aurait accéléré et on aurait développé nos sites ce début d'année. Bon, avec des si, on referait le monde. Mais on se rend compte qu'en tout cas, le secteur de la santé va vraiment muter et qu'on va passer dans une phase où vraiment de transformation et d'accélération. Autre secteur, bien évidemment l'enseignement. Aujourd'hui, on note des centaines de milliers de cours ou de webinars, comme peut-être pas le nôtre, mais voilà, de cours gratuits qui ont été mis en ligne par différentes institutions, écoles, universités depuis le début du confinement, et que au-delà du, alors j'aime pas, mais le télétravail, parce que c'est plus du téléconfinement qu'on subit aujourd'hui, mais que effectivement on a une forte appétence et des mutations qui vont se faire. On avait déjà des écoles qui étaient en train de challenger l'enseignement traditionnel, et on se rend compte que Open Classroom, etc., notamment dans nos métiers, avec une forte digitalisation des supports d'enseignement et des interactions avec l'ensemble du corps professoral, l'école de Xavier Niel, etc. Et on voit que aujourd'hui, la mutation forcée des cours, des interactions, le nombre de téléchargements d'applications permettant de gérer les cours en ligne a explosé. Et paradoxalement aussi, à la surprise générale, a plutôt été très fortement adopté et a donné plutôt satisfaction. Le troisième secteur, on pourrait parler aussi des services publics, hein, pas forcément aussi aujourd'hui up-to-date pour servir de la gestion administrative distanciée, et qui sera obligé d'accélérer aussi sa mutation. Le troisième secteur sur lequel nous on a constaté aussi, c'est les legal tech, et c'est la partie juridique. Bon, on travaille notamment avec un site qui s'appelle WeDivorce.fr, qui gère du divorce par consentement mutuel 100% online, acteur startup qu'on accompagne depuis sa création. Et depuis le début du confinement, on note une augmentation des demandes de divorce en ligne enregistrées sur ce site de plus de 75%. Donc, on l'avait vu, il y avait déjà des phénomènes qui étaient ressortis un peu sous le ton de la boutade lorsque on n'était pas encore confiné, avec la Chine, où effectivement les divorces avaient forcément augmenté, etc. Mais aujourd'hui, cette logique de digitalisation d'actes juridiques assez costaud et assez solide est en train de prouver qu'effectivement, elle répond à une attente, et qu'on n'a plus peur de divorcer en ligne. Donc voilà, c'était des petits exemples pour abonder un peu le sujet. Le deuxième élément important, c'est de dire que les marques ont surtout pensé
à travailler leur influence, leur notoriété, à travailler avec des influenceurs, à travailler leur note TripAdvisor, à travailler, etc., ces dernières années. Et qu'on se rend compte qu'on est en train de passer de l'influence à l'utilité et à l'engagement. C'est-à-dire qu'une marque qui ne prend pas d'acte et ne s'engage pas sur son marché sera une marque qui sera totalement morte dans le monde d'après. Donc vous avez, on pourra vous envoyer un lien, une autre agence qui travaille, une agence aussi, un confrère, hein, qui s'appelle Useful et qui a développé un mur avec l'ensemble des initiatives solidaires des marques françaises et ils en ont aujourd'hui répertorié 180, qu'elles soient Orange qui ouvre pendant X semaines sa télé ou la VOD, etc. D'acteurs qui va donner X% à l'Institut Pasteur ou à la Fondation de France sur ses ventes, etc. Ou d'autres initiatives. On a vu Michelin qui a réalisé son masque en un temps record, etc., etc. Et donc, on se rend bien compte que les marques qui compteront seront des marques qui sont utiles sur leur marché, qui sont engagées vis-à-vis de leurs clients d'aujourd'hui et de demain. Autre petite donnée qui est importante par rapport à ce changement de prisme, 77% des Français attendent de la publicité qu'elle parle de l'utilité de la marque dans leur nouveau quotidien, c'est-à-dire parlez-moi de moi, aidez-moi à construire un nouveau quotidien. Orange l'a plutôt bien fait avec sa publicité où en fait il a lié digital et télé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, en jouant sur son utilité. Ben aujourd'hui, beaucoup de familles ne se voient pas, on ne peut pas voir ses parents ou ses grands-parents. Et donc, Orange a créé une plateforme qui permet de laisser des messages vidéo à des petits-enfants et leur permettre de passer en live dans une publicité télé qui permet de passer un message à ses grands-parents. Et donc là, la marque se rend vraiment utile par son message publicitaire avant de faire passer la prouesse technologique, le package de prix ou du service qualité rendu. Voilà, on a d'autres, il y a plein d'initiatives d'utilité sur son marché. Il y a effectivement une association qui a monté une plateforme qui s'appelle Une lettre, un sourire, qui permet aussi à des internautes d'envoyer des courriers papier qui sont livrés par la poste dans les EHPAD, des messages enfin, voilà, qui sont agencés, qui sont animés, etc. Enfin, de faire des choses assez intéressantes. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire en quoi ma marque peut être utile dans ce moment de confinement et en quoi je peux être, dans mon secteur d'activité, crédible pour me rendre utile auprès de mes clients actuels et futurs. Et ça, c'est vraiment véritablement clé. Et puis, il faut être conversationnel, c'est-à-dire que aujourd'hui, on note quoi? On note aussi un décalage, un peu comme on vous l'a dit sur le e-commerce, c'est-à-dire qu'on voit une explosion du taux d'usage des réseaux sociaux en confinement. Il y a encore, moi-même, je suis surpris d'avoir mes parents qui, par Zoom ou par WhatsApp, me contactent, ce qui aurait été complètement incroyable il y a encore 2 mois. Et donc, il n'y a pas que les enfants qui sont des éponges. Hein. Tout le monde, quand on est dans une logique de contrainte, devient une éponge et adopte des codes technologiques qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et on se rend compte que j'ai un taux d'usage très fort et une forte augmentation de la rétention parce qu'on a plus de temps aussi à domicile pour utiliser les réseaux sociaux, mais que les marques ont très peur de prendre la parole. Et on voit que la hausse de publication des marques sur les différents réseaux a été relativement modérée. Donc, beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi je prendrais la parole? L'heure est grave, c'est compliqué, c'est touchy, et tout ça est vrai. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés et les marques ont un rôle à jouer, les entreprises ont un rôle à jouer parce que ce sont aussi elles qui donneront, au-delà de la parole politique, un semblant de confiance et un développement de la confiance et faire repartir aussi le moral. Et la confiance, c'est aussi la consommation qui repart. Et donc aujourd'hui, donc nous, on a accompagné pas mal de marques là dernièrement, alors qu'on fait beaucoup de stratégies sociales, mais peu d'animation au quotidien pour ses clients. Et on a repris la parole, on a réanglé pas mal de clients, on les a vraiment aidés parce que ces marques-là étaient perdues et n'osaient pas prendre la parole. Donc, sur cet angle de l'engagement et de l'utilité. Et finalement, ça marche effectivement très, très bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos réseaux sociaux et développer l'approche conversationnelle sans être effectivement, sans partir dans des sujets tabous, mais reposez-vous la question de votre utilité. J'ai vu Petit Bateau posé sur ses enfants. Il y a pas mal d'acteurs locaux qui sont sur le do-it-yourself, sur des choses qui font du bien et qui n'ont pas d'autre objectif que de faire du bien à vos publics.
Donc sur ces réflexions-là, mais pour nous, c'est la fin de la foi païenne, hein. C'est-à-dire que la foi, non, il n'y a pas de E à foi, je crois. Je suis désolé pour les petites fautes d'orthographe. Mais la crise amène à repenser fait que l'expression des marques, leur sens et leur mode d'échange avec leur public. Et aujourd'hui, les Français attendent clairement des marques qu'elles accélèrent leur prise de parole sociétale. Elles ont un rôle à jouer et elles auront encore plus un rôle à jouer demain. Et donc, c'est l'engagement et l'utilité qu'on peut avoir sur son marché qui sont clés pour exister dans un monde où seuls les actes resteront et créeront de la mémorisation dans cette période si particulière. Deuxièmement, il vous faut absolument créer un kit de survie sociale. Les Français veulent des marques qui se rapprochent de leur quotidien, qui sont à leur côté. Et quel est le meilleur moyen que d'utiliser les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, c'est un moyen de contact effectivement clé. On a une puissance on a une puissance d'audience qui est là. On a un nombre de connexions jour qui est incroyable. Donc, on a cette mécanique de se reconnecter continuellement sur les réseaux sociaux de manière très additive. Et du coup, une chose est sûre, les réseaux sont au cœur du confinement. Et donc, si vous voulez être une marque qui compte, il vous faut être au cœur des réseaux et ne pas hésiter à reprendre la parole, à trouver des angles qui vous permettent de vous développer votre kit de survie sur les réseaux sociaux. Et puis la dernière chose, c'est que à l'heure où tout le monde ralentit, et à l'heure où tout ce monde ralentit, tout le business ralentit, il est important pour chaque marque de repenser sa chaîne de valeur pour exister et croître demain. C'est aussi cette logique d'utilité sur son marché. Typiquement, je voyais un acteur qui est vraiment un acteur de la tech, mais c'est pour vous donner un exemple de comment retravailler son utilité et comment aussi, dans ces périodes-là, on est capable, par la créativité, de réinventer son futur. C'est un acteur qui est plutôt basé sur la création de chatbots, donc d'outils conversationnels qui permettent effectivement d'automatiser une interaction entre un consommateur, en tout cas un internaute sur un site et une plateforme digitale. Et aujourd'hui, ils ont travaillé leur utilité avec des choses très simples. Ils sont partis d'un insight, donc d'une vérité vraie, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de passer sa commande au drive et comme les plateformes ont du mal, le fameux signe noir, à appréhender un fait qui n'était pas habituel, toutes les plateformes ont créé un syndrome du consommateur qui se retrouve à avoir un créneau de livraison à 6 jours, à 8 jours, à 10 jours. Donc hyper déceptif, qui crée une tension, la peur de manquer, l'achat de 28 kilos de farine, de 125 œufs par les gens, parce que peur de manquer, parce que un créneau à 8 jours, parce que très compliqué d'acheter en ligne. Des serveurs saturés. Et donc, typiquement, cette startup, elle a développé un mini algorithme. Elle a arrêté de travailler sur son bot, donc son petit chatbot, et elle a développé un coupe-fil digital, hein, c'est-à-dire un petit robot qui va interroger, comme on peut aussi l'avoir dans le tourisme pour aspirer les prix en temps réel, de se connecter sur Super U, sur Auchan, etc., toutes les plateformes pour pouvoir détecter en live le moindre créneau qui se libère et pouvoir l'appréhender pour gagner effectivement en confort et pouvoir obtenir un créneau à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours. Et donc travailler sur ce syndrome-là et cette problématique rencontrée par les consommateurs. Voilà un insight et voilà comment un acteur peut servir son utilité, peut se rendre utile dans un nouveau monde où de nouveaux problèmes se créent au quotidien. Voilà, Guillaume. Et le dernier acte, du coup, c'est la recomposition de la consommation média. Un mix média, Internet plus télé. Effectivement, on a observé une hausse de la consommation quotidienne de la télé pendant le confinement versus avant. Donc 4h43, c'est la durée de la consommation quotidienne observée aujourd'hui. Et c'est porté par deux segments de population, les boomers et la génération X. On verra juste après le détail effectivement par génération de cette consommation et de ce type de médias vidéo. Au global, le trafic Internet a augmenté, donc de 70% en Europe, en nombre de connexions, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus sur le digital quoi qu'il arrive. Et c'est une opportunité effectivement de toucher un public qui n'était pas habitué à avoir ce niveau de consommation-là. Donc en tout cas, pour être visible, c'est effectivement maintenant que des marques utiles et qui ont des actions
contre effectivement ce qui nous arrive doivent se positionner. Et le plus 40%, effectivement, c'est le format vidéo qui surpasse tous les autres formats de contenu. Alors, on vous mettra les liens à la fin de la présentation, mais c'est intéressant de voir que par génération, il y a des graphiques qui sont tombés il y a 2-3 jours qui nous permettent de voir quels sont les types de formats de contenu consultés par génération. Donc en génération Z, on voit que les vidéos online sont consommées en déclaratif à plus de 51%. Le deuxième point prépondérant effectivement de la génération Z, c'est le streaming et la télé en ligne. Donc c'est ce graphique qui est appliqué du coup aux millennials, mais également à la génération X et aux boomers, où du coup on peut voir que sur le boomer, lui c'est la télé de manière plus classique qui l'intéresse, mais il y a des éléments un peu différenciants, notamment sur le fait que lui n'exploite pas forcément, j'allais dire, que lui ne va pas sur les mêmes niveaux que les autres générations. Vous aurez les statistiques par la suite. Un monde devenu smartphone first. On passe beaucoup plus de temps sur notre smartphone qu'auparavant. Les millénials, ils passent 3 heures par jour. Donc, millénial, c'est de 15 à 34 ans. Alors, on y passe plus de temps, mais pas forcément pour aller sur Internet non plus. Il faut aussi prendre ça avec des pincettes. À 59%, les utilisateurs utilisent leur smartphone pour se connecter à ses amis et à sa famille, donc via les applications de messagerie. Donc c'est pas parce qu'on passe plus de temps sur notre smartphone qu'on passe plus de temps à aller en ligne, pas forcément. Par contre, on voit qu'il y a quelques explosions dans les téléchargements d'applications où en déclaratif, les Français estiment avoir, à 40% des Français estiment indiquent avoir téléchargé une nouvelle application de jeu depuis le début du confinement. Une baisse des investissements publicitaires. Donc Arnaud a déjà évoqué le sujet. On a vu que Amazon avait, par exemple, coupé des achats médias sur du search ads. Mais c'est pas que le cas d'Amazon. Effectivement, j'ai beaucoup d'acteurs qui investissent moins en digital parce que effectivement leur business est aussi peut-être fortement impacté par la crise et de ce cas ont limité leur investissement. Mais ça va de moins 30 à moins 60% des investissements en publicité digitale en France, en baisse. 75% des membres de l'IAB ont activé le chômage partiel, et souvent à plus de 50% des effectifs. Et le délai de retour à la normale estimé est supposé par le secteur est à 6 mois. C'est-à-dire que les 6 mois à venir vont être assez compliqués pour les acteurs du digital, malgré qu'il y ait effectivement, comme on l'a vu tout au long de la présentation, des initiatives qui sont extraordinaires et superbes pour notre monde. Juste pour faire un petit complément à Guillaume, Ouais. ce qu'on a comme chiffre de notre côté, c'est que les investissements presse et télé ont baissé sur les 7 dernières semaines de 66%. Et donc, tout le monde pensait que le digital allait compenser ou qu'il allait y avoir des stratégies, des déversements, des retournements de stratégie au profit du digital. Ben, on se rend compte que le digital est également autant touché que le physique, puisque chiffre d'hier de l'IAB France, du président de l'IAB France, entre moins 30 et moins 60% de dépenses publicitaires estimées par les différents régies et les différents agences médias de la place sur ces dernières semaines. Donc on voit qu'effectivement, les acteurs dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'automobile, enfin, on retrouve bien les mêmes secteurs à l'arrêt qui ont totalement stoppé leurs investissements aussi, quel que soit le média consommé. Et sur les réflexions digitales à mener à court terme, concrètement, effectivement, si on n'investit plus en publicité, on n'est plus vu et visible par nos clients. Et ce qu'ils voient pas n'existe pas. Donc, on vous dira jamais de ne plus être visible ou de couper complètement vos investissements publicitaires en digital. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra réadapter tous les plans médias qui ont pu être pensés ces fois sur 12 mois, voire 24 mois, et d'être visible à l'endroit où se situent vos cibles. Donc, on a pas mal d'indications sur le digital de savoir qu'est-ce qui est consommé par les différents types de populations. En tout cas, il faut réadapter les ratios et les supports sur lesquels on communique en digital pour être visible au bon moment, dans les moments qui comptent. Et
qui vous feront du coup, qui développeront effectivement le business de votre entreprise. Et de penser avec une grande agilité, de penser à la semaine, à la quinzaine, et ne pas forcément prévoir des plans au mois ou au trimestre. C'est une forte évidence dans ce contexte. Autre petit indicateur assez intéressant, voire malin, c'est que on observe qu'il y a une très forte augmentation de la consommation de l'audio en ligne, que ce soit des podcasts ou de la musique ou des webinars ou d'autres supports. Et sur ce secteur-là, en tout cas de l'audio, il y a des formats qui sont super intéressants à réfléchir en publicité. Donc, que ce soit en création de contenu à destination des gens et distribué de manière gratuite, ou également en publicité, il y a des coûts qui peuvent être intéressants, en tout cas pour promouvoir des annonces sur de l'audio en digital à réfléchir. Autre indicateur sur le search ads, donc malgré effectivement la baisse d'investissement de certains gros acteurs, aujourd'hui, nous, on gère plusieurs presque centaines de campagnes différentes. Et les taux de clics se maintiennent et sont sur des mêmes niveaux qu'avant la crise. Et les CPC, à l'inverse, diminuent parce que j'ai moins de concurrence. Donc, que ce soit sur le mobile, tablette ou desktop, en tout cas, l'investissement en search ads est encore aujourd'hui un bon investissement. Et c'est le moyen d'être vu et visible sans délai auprès de mots-clés de requêtes qui peuvent être ultra pertinentes pour vous. Alors, est-ce qu'on peut redire le pourcentage de baisse déclaré? Entre moins 30 et moins 60 sur la partie médias digital, investissements digitaux. Parce qu'en fait, c'est une petite étude live qui a été faite en mode enquête et certains acteurs annoncent entre moins 30, d'autres moins 60. Sur la conclusion, Arnaud? Oui, on revient à notre thématique de départ, c'est-à-dire encore plus aujourd'hui, l'avenir est un pur hasard. Donc, c'était notre fameux syndrome et notre fameuse notion de départ de ce signe noir, de cette chose imprévisible qui ne peut être appréhendée puisqu'elle ne fait pas partie de manière rationnelle de notre mode de pensée puisqu'elle n'est jamais arrivée. Et elle nous impose effectivement à repenser face à l'incertitude, à repenser un certain nombre de notions et de se dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans les semaines à venir, il n'y a pas un seul avenir, mais plusieurs futurs et qui impose effectivement de penser avec beaucoup d'agilité les semaines à venir. Nous, on a fait une petite rétrospective de ce qu'on nous semblait être intéressant et de ce qu'on avait noté, nous, à l'agence, ces quelques dernières semaines. Mais en tout cas, il faudra travailler avec beaucoup d'agilité et beaucoup de créativité pour explorer l'avenir et explorer non pas une forme d'avenir, mais plusieurs formes d'avenir et se challenger sur des visions d'entreprise qui seront plus des schémas décisionnels que des certitudes avec des roadmaps à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Mais qu'en tout cas, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup d'inventions qui ont été créées dans des périodes de crise, pendant des guerres, pendant des crises pétrolières, pendant des famines, etc. Et que les entreprises les plus intéressantes ont toutes été créées en période de crise. Donc, il faut garder quand même beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir. De toute façon, c'est pas le désarroi qui nous fait avancer dans la vie. Donc, il faut garder beaucoup de positive attitude pour se dire qu'effectivement, les business doivent en tout cas se réinventer. Et c'est dans ces périodes de contraintes qu'on réinvente le mieux son business pour les mois et les années à venir. Voilà pour la petite présentation. On a dépassé un petit peu le temps, mais désolé.